Bonsoir et ravi de vous retrouver donc sur le Grand Oral pour un nouveau numéro. Bonsoir Agnès Buzyn. Bonsoir Mickaël. Ravi de vous accueillir sur le plateau du Grand Oral. Alors votre parole se fait rare, mais vous avez pourtant beaucoup de choses à dire. Alors je rappelle que vous êtes médecin, professeur d'université, vous connaissez bien l'univers de l'hôpital et en 2017, après avoir soutenu Emmanuel Macron, vous avez été nommé ministre de la Santé, un poste que vous occupez de 2017 à 2020, on va y revenir d'ailleurs, et on va aussi bien sûr parler de ce que vous faites aujourd'hui, mais d'ores et déjà 2017, début du macronisme, ça vous paraît une autre époque ou vous y pensez encore? Non, ça paraît très très loin. Alors d'abord, je n'ai pas soutenu Emmanuel Macron. Quand j'ai été nommé ministre, je présidais la Haute Autorité de Santé. Et comme toute haute autorité indépendante, en réalité, nous ne prenons pas parti, notamment dans une campagne présidentielle. Donc je n'ai pas fait campagne pour le président de la République. Et d'ailleurs, je ne le connaissais pas. Et je ne connaissais pas non plus Édouard Philippe. Donc ils m'ont nommé parce que des gens... Pas parce que vous passiez dans le couloir par hasard, quand même. Non, mais parce que j'avais une carrière scientifique reconnue et ils sont allés me chercher. Mais je n'avais pas fait de campagne présidentielle. Et pourquoi j'y suis allée? D'abord parce que j'avais observé que la politique souvent s'éloignait de la science et que j'avais envie de ramener la rationalité scientifique en politique. C'est ma colonne vertébrale, donc je voulais faire vivre la science au service des citoyens et de l'intérêt général. Et parce que je croyais énormément dans ce couple exécutif qui était quand même très moderne, qui avait un message de changement positif, qui allait simplifier la vie des citoyens, rendre les gens plus autonomes. Ce message me parlait énormément. Alors je note évidemment que vous avez conjugué tout ça au passé, on y reviendra, parce que vous disiez j'y croyais, mais... Depuis septembre 2022, vous êtes maintenant aussi à la Cour des comptes, mais surtout vous êtes investi dans un think tank qui s'appelle Évidence, qui est chargé de défendre le rôle de la science, de lutter contre le discours complotiste. Vous l'avez appelé Évidence parce qu'il est évident que ça devient très difficile à rappeler comme évidence, le rapport entre la science et le progrès. Donc j'ai travaillé pendant un an pour construire ce think tank, le faire vivre, et il se trouve que je l'ai lancé au moment de l'arrivée de Trump au pouvoir. Et pour moi, c'était une évidence qu'aujourd'hui, il y avait une forme de divorce entre la science et les citoyens, la politique, les médias, et que la science n'était pas comprise et qu'elle n'était pas entendue. Donc ce think tank visait à rappeler qu'il est important de débattre sur des faits et sur la réalité. Je l'ai lancé en mars 2025. Le président Trump est arrivé en février 2025 et au moment du lancement, il a commencé à attaquer systématiquement tous les organismes de recherche américains. Et on sait que le gouvernement américain aujourd'hui est plutôt en faveur d'une post-vérité, d'une manipulation des faits qui est évidemment contraire à l'esprit scientifique. Alors, le fait qu'il, lorsqu'il revient au pouvoir, assume cette politique, on pourrait penser que c'est le début d'un processus, mais ça peut être en réalité l'évolution et la cristallisation de quelque chose qui a commencé bien avant, que vous avez déjà donc identifié. Avant, la science, c'était le progrès, adossé à la démocratie, et vous dites en fait que la progression des populismes, c'est le début de la défiance vis-à-vis de la science également. Oui, alors c'est ça se manifeste comme ça. Absolument. Alors d'abord, c'est un mouvement qui est assez ancien. Étienne Klein l'avait déjà identifié en imaginant peut-être que les gens ne pensaient plus que la science était importante parce qu'elle n'avait pas été au rendez-vous du progrès social et même du progrès planétaire qu'elle laissait transparaître comme promesse. Et donc, le fait que le changement climatique, nous n'ayons pas réussi à l'arrêter, et a entraîné une forme de défiance des citoyens vis-à-vis des scientifiques et de la technologie. Après, on se rend compte aussi que les populistes, en général, ont tendance à vouloir utiliser certains faits, les manipuler, et notamment les faits scientifiques. Et clairement, par exemple, tous les mouvements anti-vax se retrouvent dans les partis populistes. Et pas seulement à l'extrême droite, à l'extrême gauche aussi. Je rappelle que Jean-Luc Mélenchon, lorsque nous étions en plein Covid, est allé soutenir les anti-vax en Guadeloupe et en Martinique, notamment les soignants qui ne voulaient pas être vaccinés. Il apprenait le vaccin Spoutnik, dont tout le monde savait qu'il ne marchait pas. Donc en fait, le populisme et l'anti-science, ça va ensemble. Et croire dans la science et le progrès scientifique, c'est quand même une valeur cardinale de la démocratie, parce que la démocratie, elle a besoin de se nourrir de la réalité et des faits.
À ce moment-là, vous effectivement, évidemment en tant que scientifique, médecin, et au moment du Covid, on voit que le vaccin, c'est le baromètre de la défiance. Parce que le vaccin, en réalité, c'est une injection d'État. Oui. Ça n'est pas préconisé dans le secret d'un cabinet médical à son patient. C'est l'État qui dit tout le monde va avoir ce produit. Et donc ça vient mesurer la confiance ou pas à l'égard de l'État. Alors, bizarrement, les gens ont plutôt retrouvé la confiance dans le vaccin au moment du Covid, parce que les citoyens ont eu très peur. On avait tous très peur de mourir de ce nouveau virus. Et l'espoir d'avoir un vaccin et d'être protégé de la mort était quand même bien accueilli. La défiance vaccinale, elle était beaucoup plus importante en France avant le Covid et avant les vaccins obligatoires. Et donc j'ai rendu en 2017 11 vaccins obligatoires pour les enfants pour lutter contre la défiance vaccinale. Et c'est pas le Covid qui a aggravé cette défiance vaccinale. Le Covid a simplement mis en évidence qu'il y avait 10 à 15% de la population totalement complotiste, totalement anti-vax, et que cette partie-là de la population, qu'on retrouve essentiellement aux extrêmes, il n'y a aucun moyen rationnel de leur faire entendre raison. Et donc vous avez pâti aussi de sa force d'action et de discours, parce que pendant le Covid, pour vous, il y a aussi, personnellement, un moment difficile, parce que vous êtes la victime de campagnes antisémites, anti-personnelles, je dirais pratiquement, à l'égard de votre approche, de votre famille, de votre action, de ce que vous représentez. Pourquoi le Covid a été ce moment-là de crispation ? Alors, le Covid est arrivé au moment où je partais du ministère. En fait, l'épidémie a commencé en dehors de Chine 6 jours après mon départ du ministère. Oui, tout à fait. Malheureusement. Sinon, je pense que jamais on aurait réussi à me sortir de ce ministère. Et donc, les élections municipales sont programmées un mois après. Je fais une campagne municipale cauchemardesque parce que je ne pense qu'au Covid. Je suis obsédée. Vous le faites savoir, puisqu'il y a cette fameuse interview. Je le fais savoir. Correspondant, mais absolument. En tout cas, on le sait par la presse. Par l'article dans Le Monde où je dis, mais je savais, je sentais que ça allait arriver, j'étais angoissée. Cri de désespoir à ce moment-là. Cri de désespoir parce que j'ai essayé d'alerter le gouvernement sur le fait qu'il fallait prendre des mesures plus protectrices, plus précoces. Et le jour du confinement, je suis livrée en pâture aux Français comme la personne qui n'aurait rien vu et qui n'aurait rien fait. Et donc on fait circuler sur les réseaux sociaux une phrase qui est coupée de son contexte, qui est la phrase de ma première conférence de presse où je dis « Le risque d'importation du virus est faible », c'était en janvier 2020, mais ne peut être exclu car il y a de nombreuses lignes directes aériennes entre Wuhan et la France. Donc l'objet de ma conférence de presse, c'est pour commencer à alerter les Français. Et c'est extraordinaire puisque je suis là pour alerter les Français. On me coupe cette phrase, on la balance sur les réseaux sociaux et donc j'ai essayé de tirer le fil pour savoir d'où ça venait. En fait, ça vient très vite de l'extrême droite antisémite, en fait du milieu autour de Soral, Dieudonné. C'est Alain Soral, oui. C'est Alain Soral, antisémite notoire multicondamné. Nous avons ensuite tracé, c'est partagé par des réseaux Facebook de Gilets jaunes, dont on connaît pour beaucoup la dérive antisémite. C'est poussé par des bots russes. Et progressivement, cette vidéo qui est évidemment le début de ma descente aux enfers, est vue en une après-midi 4 millions de fois. Et elle est reprise par les journaux généralistes, notamment Le Parisien le soir même. Et donc, je me sens aspirée dans un cercle absolument vicieux dont je ne peux pas me sortir. C'est une tornade sur les réseaux sociaux. On me désigne comme l'idiote du village qui non seulement n'a rien vu, mais n'a rien fait pour préserver les Français. Et démarre une campagne antisémite, mais vraiment antisémite, où on me présente comme la sorcière qui empoisonne les puits. J'ai des caricatures dans énormément de journaux, y compris au Maghreb. Et puis, 2-3 jours après, arrive le sauveur, Didier Raoult, qui m'attaque également parce que nous avions des précédents entre nous, scientifiques, médicaux, qui dataient de 10 ans avant sur des prises de position absolument hallucinantes de Didier Raoult contre la santé publique. Et donc, voilà, il y a un emballement contre moi et de nature très antisémite, sans que personne ne le remarque vraiment. Alors, il y a quand même un rapport très intéressant de la Commission européenne qui a été commandé
par la Commission européenne en avril 2020, c'est-à-dire à peu près un mois après le confinement, parce que la Commission s'est rendue compte que l'antisémitisme explosait partout en Europe. Et donc ce rapport alerte les États membres sur le fait que le Covid est le début d'une réaggravation de l'antisémitisme européen. Et ou le prolongement aussi d'un mouvement populiste qui a démarré avant et qui s'est déroulé, non pas dans les hôpitaux, mais sur les ronds-points, les gilets jaunes, que l'on retrouve au moment du confinement, avec une sorte de fronde des gilets blancs, si je puis dire, une bataille entre deux approches de la médecine, et cristallisée par un Didier Raoult, qui lui est le populiste en chef. Le populiste en chef des blouses blanches, ouais, et le sauveur qui pousse tout cela. Absolument. Donc Didier Raoult est absolument emblématique de la dérive populiste de la science. Donc il balance sur une publication qui n'a absolument aucune relevance scientifique, en expliquant qu'il a démontré que l'hydroxychloroquine allait sauver du Covid. Toute une frange de la classe politique s'empare de cette publication et considère qu'il faut qu'il faut dérouler le tapis rouge à notre héros, donner de l'espoir, etc. Et donc pour les scientifiques rigoureux, ça devient un cauchemar. C'est-à-dire qu'on lutte contre non seulement un scientifique qui dévoie complètement les résultats, et qui fait de la fraude scientifique, mais contre un élan national soutenu par les médias. Il a fait la une de combien de journaux, soutenu par des partis politiques, et notamment la droite de PACA. On voit bien à quel point la région PACA, des élus de PACA le soutiennent, et puis se terminant par cette visite effectivement hallucinante du président de la République. Vous avez tenté de le convaincre à ce moment-là, vous l'avez dit, il ne faut pas aller donner cette caution, et qu'est-ce qui se passait? Non, moi à cette époque-là, j'étais absolument... j'étais au fond du trou. C'est-à-dire que j'étais l'ennemi public numéro 1, la cible de toutes les attaques. Je commençais à avoir des plaintes auprès de la Cour de justice de la République, comme quoi je serais responsable de tout ce qui se passe. Dont vous avez d'ailleurs été lavé, blanchi, toutes les procédures sont terminées, il faut le dire, effectivement. Un non-lieu au mois de juillet, donc cette histoire est derrière moi, heureusement. Et donc je suis au fond du trou et plus personne ne m'écoute. Et je ne peux même pas prendre la parole publiquement. Donc j'alerte les institutions scientifiques du pays, notamment la Haute Autorité de Santé, les agences sanitaires, en disant vous devez rappeler la vérité et les faits. C'est que cette étude scientifique n'est pas probante et qu'on ne peut pas distribuer un traitement à tous les Français alors qu'il n'y a aucune preuve d'efficacité et qu'il y a peut-être des effets secondaires, il y a peut-être des gens qui vont mourir de ce traitement. Mais les institutions paniquent devant l'élan national et personne n'ose prendre la parole. C'est pour ça que vous avez mis sur votre livre, votre journal de cette période-là, Le Bandeau, avec Agnès, tu as fait peur au président. Qui vous dit ça et en quoi avez-vous fait peur au président Macron? Alors, en fait, très rapidement, je m'intéresse au virus qui arrive de Chine, donc je passe mes nuits sur les réseaux sociaux, c'est en janvier 2020, j'essaie de comprendre ce qui se passe, et puis je comprends que ça va partir comme une pandémie, sans savoir exactement la gravité, mais je comprends le risque à un moment donné, alors qu'à ce moment-là, l'épidémie n'est encore qu'en Chine, et que l'OMS n'a pas encore lancé l'alerte internationale. Mais disons que ma propre expérience de médecin de santé publique me permet de réaliser le risque. Et donc j'ai une conversation au téléphone avec le président de la République, je lui fais très peur, je lui décris pendant 40 minutes que le monde en gros va s'arrêter de tourner, que les frontières vont se fermer, que on va perdre 10 points de PIB mondial, qu'on va être obligé de confiner. Tout ce qui s'est passé. En fait, je le vois arriver et je lui décris ce que va être une pandémie, que ça dure 2 à 3 ans, le temps que la population s'immunise, qu'on n'a pas de vaccin. Et là, il est très interloqué au téléphone et puis j'arrive en Conseil des ministres 2-3 jours plus tard et la phrase du bandeau est la phrase d'Alexis Kohler, secrétaire général de l'Élysée, qui me voit arriver en Conseil des ministres et il me dit « Agnès, qu'est-ce que tu as dit au président? Tu lui as fait peur ?» Et je réponds « J'espère que je lui ai fait peur. C'est l'objectif. En fait, je veux qu'il réalise qu'on a besoin maintenant de mettre en place des structures, un conseil de défense, une préparation à la pandémie, mais je n'y arrive pas. Et 2-3 jours plus tard, on me sort du gouvernement pour me demander d'aller à de sauver une campagne présidentielle, une campagne municipale. Donc j'ai 3 semaines et demie pour faire cette campagne qui tombe très mal. Et l'épidémie de Covid arrive donc en Italie 6 jours
jours après mon départ du ministère. Bon, vous nous direz à la fin de cette émission si cette période-là vous a vacciné vis-à-vis de la politique. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, avec votre think tank Évidence, au fond, on sent à quel point ça a été une expérience marquante, parce qu'aujourd'hui, vous en tirez les leçons, vous dites qu'il faut faire campagne, dénoncer, montrer, raconter que le complotisme avec la science, c'est aussi une menace pour la démocratie. On en voit aujourd'hui une autre illustration avec aussi, je dirais, au fond, la défiance à l'égard des scientifiques israéliens liés à ce qui se passe à Gaza et en Israël. Vous le voyez, vous, dans le monde scientifique, la rupture entre cette notion de tikkun olam, la réparation du monde, et d'Israël et de la médecine? Comment vous l'évaluez? Je le vois, d'abord je regarde sur les réseaux sociaux et dans les journaux ce qui se passe. C'est vrai que c'est très troublant. C'est troublant parce que d'abord il y a de grands scientifiques en Israël et ils apportent de la connaissance, ils apportent de la raison dans le corpus de connaissances scientifiques nécessaires à l'évolution du monde. Donc je pense que c'est dommage de se passer de cerveaux qui pensent et qui raisonnent et qui apportent de la science. Et par ailleurs, je suis très troublée de l'essentialisation qu'il y a maintenant sur les Israéliens en général, qu'on assimile systématiquement à leur gouvernement. Et puis par ailleurs, l'essentialisation des Juifs plus généralement, qui sont assimilés, si je puis dire, à l'action du gouvernement de Netanyahou et de ses ministres d'extrême droite. Et aujourd'hui, ce qui m'inquiète le plus, je dirais, au-delà du boycott des scientifiques américains, israéliens, sur un certain nombre de champs, et notamment la volonté, par exemple, que Israël ne puisse plus postuler dans les appels d'offres européens de recherche. Les chercheurs israéliens aujourd'hui, il y a tout un mouvement pour les exclure de ces... c'est en train de se mettre en place. Quand on sait que, je crois que l'Iran et le Pakistan ont le droit de postuler, mais que les chercheurs israéliens n'ont pas le droit de postuler, ça pose question quand même. Et donc, en tout cas, ça donne réponse. En tous les cas, ça donne réponse. Et donc, je crois que c'est un mouvement, enfin, ce type de boycott est assez dangereux pour la science internationale. Et puis surtout, c'est l'essentialisation des Juifs aujourd'hui qui me pose problème. Parce que nous savons que les Juifs français sont extrêmement divers, ils sont multiples, il y en a d'extrême droite, il y en a d'extrême gauche, il y en a des très intelligents, des très bêtes. Ils sont à l'image de n'importe quel humain, en fait. Ils sont à l'image de la communauté humaine. Et donc, ils sont disparates. Et donc, ça n'est pas une communauté homogène. Ça n'est pas parce qu'on est juif qu'on est évidemment en faveur de l'action de Netanyahou. Et donc, il y a une forme d'essentialisation qui s'est mise en place aujourd'hui dans l'espace politique qui m'inquiète terriblement. Parce que je suis d'une génération où on prenait l'universalisme et le fait que chaque individu ait sa liberté de penser et soit regardé non pas pour ce qu'il paraît, mais pour ce qu'il fait. Non pas pour ce qu'il est, mais pour son action. Et donc ça me pose un énorme problème. Parce qu'Agnès Buzyn, vous constatez vous-même, de par votre activité, à quel point la science est attaquée sur les faits. Donc ça veut dire qu'au fond, ce qu'elle véhicule, c'est-à-dire le rapport à l'universalisme, est également attaqué. Vous diriez que, vis-à-vis de ce qui se passe en France, il est mini-1 avant le populisme au pouvoir? Partout, pas seulement en France. On approche d'échéances électorales, municipales, présidentielles, oui. Et que ça s'inscrit dans la chronique publique comme étant pratiquement maintenant inéluctable. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, j'ai cette inquiétude, effectivement, parce qu'il y a chez tous les extrêmes des manipulations des faits. Donc ça, c'est un problème, c'est-à-dire le rapport au réel. Mais pareil, à l'extrême droite française, aujourd'hui, on essentialise l'immigration, alors que nous savons très bien, nous l'avons tous dans notre entourage, nous savons la diversité de l'immigration en France. Et je viens d'un secteur, celui de la santé et celui du social, puisque j'ai été ministre des Affaires sociales, où je sais par exemple que sans immigration, aujourd'hui, on ne fait pas tourner nos hôpitaux, on ne fait pas tourner nos EHPAD, on ne fait pas tourner nos aides à domicile. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas de métiers aujourd'hui que les jeunes Français ne veulent plus pratiquer. Donc,
Cette immigration, elle est diverse. Cette essentialisation de l'immigration comme le mal me pose problème. À l'inverse, l'essentialisation des communautés à l'extrême gauche et l'essentialisation des juifs à l'extrême gauche est terrifiante. Alors je fais aussi appel à la scientifique que vous êtes. Il y a effectivement cette dénonciation sur le plan effectivement moral ou philosophique, mais il y a aussi les faits auxquels vous êtes attachés. Chaque scrutin électoral atteste de l'avancée électorale donc des partis, notamment Rassemblement National ou affiliés, c'est-à-dire cette famille politique. Emmanuel Macron en 2017 avait dit je vous promets que jamais plus vous n'aurez à voter pour l'extrême droite. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi l'extrême droite, au fond, aura progressé comme jamais avec Emmanuel Macron au pouvoir? Je pense que vous êtes éditorialiste politique et probablement aussi bien placé que moi pour le commenter. Vous êtes actrice politique à l'intérieur du système. J'ai été à l'intérieur du système, je l'ai quitté en 2020 et je pense qu'on était vraiment en 2020 sur l'idée du temps long, sur l'idée vraiment de transformer la France. Les Gilets jaunes sont le point de rupture à mon avis, c'est-à-dire qu'il y a eu ce mouvement de protestation très intense qui pouvait se justifier évidemment parce que le pouvoir d'achat, parce que l'isolement des gens, parce que la paupérisation, tout ça est vrai. Mais en fait, à ce moment-là, je trouve qu'on a donné des réponses court-termistes à des problèmes de long terme. Et on n'a pas été capable d'expliquer. Et c'est aussi l'objet d'évidence qu'en réalité, apporter des réponses très pratico-pratiques et très court-termistes, en fait, nuit globalement à la crédibilité des politiques. Parce qu'à la fin, ces solutions-là de court terme, elles ne font qu'aggraver la situation française et aujourd'hui malheureusement elles ont aggravé le déficit de la France, elles ont aggravé notre capacité à agir, à investir, elles nous ont globalement paupérisés et affaiblis. Et donc c'est le moment où les populistes disent vous voyez ils sont incapables. Et donc je voudrais revenir sur comment le populisme se nourrit en fait des faits. Je voudrais venir sur un sujet éminemment polémique sur lequel je me suis beaucoup battue, celui de l'aide médicale d'État, l'AME. Le discours populiste, il est d'une simplicité extrême. Les étrangers en situation irrégulière, vous vous rendez compte, on dépense 1 milliard pour les soigner, ils sont soignés gratuitement alors que vous, Français, vous avez à payer, etc. Or, ce qui va se passer si on supprime l'AME, c'est qu'en réalité, ces gens-là ne pourront plus se soigner dans des cabinets médicaux et ils vont venir à l'hôpital. Et l'hôpital va les soigner parce que vous ne connaissez pas un seul médecin aux urgences qui va dire ah non mais vous êtes en situation irrégulière, je ne m'occupe pas de votre infarctus. Et donc en réalité, quand on supprime l'AME, et on peut l'expliquer aux Français, c'est pas qu'on est pour l'immigration. Je ne suis pas pour l'immigration irrégulière. Mais je dis simplement, on bascule ces 1 milliard de dépenses sur 1 milliard de l'hôpital public qui va payer la note, avec des médecins hospitaliers qui sont déjà débordés. Vous voyez, de temps en temps, on peut lutter contre le populisme simplement en expliquant les faits. Et maintenir l'AME n'est pas être en faveur de l'immigration, c'est vouloir protéger l'hôpital. Alors, je suis entièrement d'accord avec vous, et au fond, cette défense de la nuance est importante. Mais vous parlez des faits. Également, quand on découvre un peu plus précisément comment est organisé ce système, et c'est ce qui a aussi provoqué la colère des gens, c'est s'apercevoir que l'AME pouvait intégrer des soins de balnéothérapie. C'est totalement anecdotique, vous allez me dire, mais pour monsieur et madame tout le monde. Mais bien sûr. Alors, il n'y a que ça. Mais tout ça, c'est des slogans. En fait, je ne supporte plus la politique qui repose sur des slogans. La balnéothérapie, évidemment, ça n'est pas un soin de confort. Il se trouve que dans certaines pathologies rhumatologiques ou orthopédiques, dans la rééducation de gens qui ont eu des multiples fractures, il peut y avoir des séances de rééducation dans l'eau. D'accord. Voilà. Et donc ça représente ça représente une microscopique parcelle de quelques personnes qui ont eu dans leurs soins. Et tout ça, je comprends que ça agace, mais vous voyez comment on transforme des faits. Parce que vous constatez comment, quand un peuple est en colère, il est très difficile de le faire entendre raison. Or, ce peuple français est en colère. La communauté juive de France aussi est en colère, ne comprend pas. Lorsque le président Macron décide de ne pas manifester contre l'antisémitisme et pour la République, ne pas marcher en novembre 2023, est-ce que pour vous aussi c'est une rupture ou est-ce que vous êtes encore indulgente? Alors, je dois avouer que c'est une forme de rupture parce que il a donné une explication
qui ne m'a pas satisfait. S'il avait dit un président de la République ne manifeste pas, voilà. Ce qui a été dit aussi par ailleurs, mais dans un bouquet de. Mais il a dit un mot qui m'a gêné. Il m'a dit je suis garant de. Il a dit je suis garant de l'unité nationale. Comme si en fait il mettait en face de la lutte contre l'antisémitisme le fait d'être garant de la protection des musulmans de France, par exemple, qui auraient pu s'opposer à cette manifestation. Or, je crois qu'en tant que garant de l'unité nationale, il aurait au contraire dû manifester et appeler à manifester notamment les représentants du culte musulman qui n'ont pas été présents à cette manifestation. Donc je pense que cette explication-là montre une bizarre conception de la lutte contre l'antisémitisme et c'est cela qui m'a gênée. Merci beaucoup Agnès Buzyn. On se retrouvera encore pour discuter de ces thèmes importants.